Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cet entretien avec le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Collinet-Makosso. Monsieur le Premier ministre, bonsoir. Bonsoir, Madame et Messieurs. Et merci pour cet échange que nous aurons avec mes collègues. À ma droite, Monsieur Arsène Séverin Ngwela, il est directeur général de Vox TV. Et à ma gauche, Monsieur Noël Marius Essaka, il est directeur de l'information de Radio Congo. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir, Viviane. Bonsoir, Viviane. Notre entretien va porter donc sur le bilan des 12 batailles du programme d'action du gouvernement après 12 mois de sa mise en œuvre. Donc l'économie, le social et la politique vont être des axes d'intervention du Premier ministre, chef du gouvernement, pour éclairer la lanterne des Congolais sur la gestion du pays. Mais avant tout, Monsieur le Premier ministre, votre nomination à la tête du gouvernement a été une surprise générale dans l'opinion congolaise, habituée à une certaine génération. Comment avez-vous accueilli vous-même cette grande promotion? D'abord dire que les Congolais sont habitués à cette génération. Ce n'est pas une autre génération. Je ne pense pas qu'il y ait eu quelque chose de tout à fait particulier lorsqu'on parle en termes d'âge. Nous avons eu des premiers ministres, des cadres qui ont assumé des responsabilités à un âge plus jeune que celui qui est le nôtre. Donc, dans la marche vers le développement, de l'indépendance à ce jour, le Congo a toujours su faire confiance à ses cadres en tenant compte d'un certain degré de maturité. La particularité tenait simplement au fait que c'est peut-être pour la première fois qu'on prenait un cadre né après l'indépendance. Un cadre de la génération X, comme on le dirait. Et c'est pour cette raison que lors de la présentation du programme d'action de gouvernement devant l'Assemblée, je rendais témoignage et remerciais sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, à mon nom personnel, à titre individuel, mais aussi au nom de tous les cadres des générations X, Y, Z, c'est-à-dire nés après l'indépendance, jusqu'à la génération actuelle. Je rendais hommage au Président et je le redis encore aujourd'hui pour lui dire sincèrement merci de nous avoir fait confiance. Et je voudrais à cette occasion lui témoigner de nouveau toute ma loyauté et toute ma détermination à continuer à servir à ses côtés, à servir le peuple congolais sous sa très haute autorité. Monsieur le Premier ministre, comment vous vous sentez dans votre fonction? Toujours à l'aise ou quelque peu marqué par des contingences inhérentes à toute évolution? Interpellé par le poids de la responsabilité. Savez-vous, les fonctions sont une charge. Elles sont parfois assimilées par certaines personnes comme un exercice de pouvoir qui consisterait à avoir une attitude condescendante. Et pensant qu'on dispose ainsi de leviers pour diriger, dominer. Mais il y en a pour qui la responsabilité est réellement une charge. C'est un fardeau que vous portez. Et vous n'espérez qu'une chose, arriver à destination avec toute la charge intacte. Je prendrai une métaphore pour nous qui avons accompagné maman au champ, ou la grand-mère au champ. Au retour du champ, ben vous avez justement une charge que vous portez. Ou encore pour nous qui allions puiser de l'eau à la fontaine, à la source, vous avez la dame Jeanne sur la tête. Vous avez 8-10 ans, mais vous portez une dame Jeanne de 20 litres, donc de 20 kilos. Qu'est-ce que ça pèse? Mais vous n'avez qu'un objectif, arriver à la maison et espérer porter la charge jusqu'à destination et la déposer intacte.
Voilà. C'est ainsi qu'on se comporte ou qu'on se sent lorsqu'on assume des responsabilités de cette nature. Nous n'espérons qu'une chose, investir de la confiance du président de la République, porter cette charge jusqu'à ce que nous arriverons à destination avec le sentiment de l'avoir préservé et de n'avoir pas fait un faux pas qui risquerait de casser la dame Jeanne que nous portons. Monsieur le Premier ministre, ma collègue Bibiane Itoa vous remercie de nous accorder cet entretien parce que très souvent, vous êtes toujours parti, vous vous exprimez bien à l'étranger, au niveau des médias internationaux et votre gouvernement aussi parfois communique très peu sur les politiques publiques. Qu'est-ce qui peut justifier une telle démarche où les autorités préfèrent parler aux médias internationaux? Est-ce que c'est pour mieux vous faire entendre au niveau international ou bien vous n'avez pas confiance à votre propre presse? Pas du tout. D'abord parce qu'il faut parfois se poser la question, que vaut l'opinion? Lorsque les ministres communiquent pour donner des explications à leurs citoyens, à leurs concitoyens, et même à la presse, on les accuse de trop parler. On dit, il ne faut que parler, on a besoin des actes. Et lorsque ceux qui ont besoin de l'information vous sollicitent parce qu'ils savent l'analyser, ils ont besoin que vous communiquiez sur ce que vous faites. Quand ils vous posent ces questions et que vous y répondez, vous dites, ils ne s'expriment qu'à l'étranger. Il faut savoir ce que l'on veut. Voilà. Je pense quand même que nous avons un gouvernement qui communique par les actes. C'est pour cette raison que vous faites la couverture de tous leurs événements. Et même là, il vous arrive à dire, ils passent tout le temps à la télévision. Mais pourtant, c'est vous qui assurez la couverture. Vous n'allez quand même pas les voir dans leur maison. Vous les voyez sur le terrain. Vous en faites la couverture. Vous en faites la promotion. Mais le retour que nous avons de certaines réactions, c'est qu'ils sont tous les jours à la télévision. Voilà. Alors, Monsieur le Premier ministre, le 21 juin 2021, face aux députés, alors, à l'occasion de votre tout premier grand oral, vous avez présenté le programme d'action du gouvernement avec donc les 12 batailles. Alors, grosso modo, en quelques lignes, parce que nous allons aller dans les détails juste après, mais grosso modo, où en êtes-vous? Quelles sont vos impressions aujourd'hui de ce combat que vous menez justement pour la concrétisation de ce programme? Nous sommes en train de livrer les 12 batailles et nous pouvons dire que nous tenons jusque-là le coup. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à ce stade. Alors justement, venons-en maintenant aux faits avec donc ces 12 batailles auxquelles vous vous livrez au quotidien avec votre gouvernement. Nous commençons par l'économie et notamment avec votre récent voyage aux États-Unis d'Amérique. Quelles sont les raisons du voyage à Washington et quel est le véritable rôle de la France dans le dossier FMI? C'est la deuxième bataille. Il n'y a pas d'avenir prospère pour le Congo sans une économie rigoureuse. Il nous fallait donc rétablir les équilibres macroéconomiques. Et les équilibres macroéconomiques dans un pays qui avait une confiance relativement érodée devraient se rétablir en reprenant langue avec les partenaires bilatéraux et multilatéraux. C'est justement par là que nous avons commencé et c'est ce qui avait justifié notre premier déplacement en Europe en août dernier pour reprendre contact avec tous ces partenaires qui nous ont toujours accompagnés, sachant que nous devions relancer les négociations avec le Fonds monétaire international. C'est ce que nous avons fait. On a restauré la confiance mutuelle avec ces partenaires des institutions du Bretton Woods, accompagnés par les partenaires bilatéraux, la France, les États-Unis, la Chine, tous ceux-là qui siègent au conseil d'administration du Fonds monétaire international. C'est ce qui nous a permis de relancer le programme avec le Fonds monétaire international et d'être parvenus à obtenir la facilité élargie de crédit après que ces institutions ont reconnu désormais le caractère viable et soutenable de notre dette. Donc, on peut dire c'était la première bataille, on peut dire qu'elle est presque gagnée parce que
les équilibres macroéconomiques qui étaient presque déstructurés peu avant notre arrivée, plus particulièrement pendant les années 2020-2021, ont été rétablis avec cette reconnaissance qui a encore été exprimée par le Fonds monétaire international à la suite de la dernière revue, du caractère soutenable de la dette, des perspectives encourageantes de l'économie, d'une croissance qui était hier négative et qui se positive aujourd'hui. Nous pouvons dire, oui, cette bataille est maîtrisée. Monsieur le Premier ministre, on vous voit aussi confiant sur ce plan, le programme avec le Fonds monétaire international, puisque peut-être à raison, en début de cette année, vous avez donc signé cet accord à hauteur de 55 millions de dollars et qui va certainement rapporter beaucoup d'argent pour le pays. Venons-en dans les faits. Est-ce qu'on peut savoir si vous avez une idée déjà de la date où les premières tranches vont être versées pour que les Congolais soient un peu fixés sur cette reprise des accords avec le Fonds monétaire international? On a déjà bénéficié d'une première tranche. Oui, une première tranche. Je vais parler de la prochaine tranche. De la prochaine tranche, tout est fonction de la mise en œuvre des recommandations qui sont contenues dans le mémorandum. Je pense qu'après cette première revue, qui a été concluante, il suffit simplement que les résultats soient ainsi validés, confirmés par le conseil d'administration qui se réunira sous peu. Le chronogramme qui avait été établi pour le bénéfice des différentes tranches sera respecté. Vous parlez de la soutenabilité de la dette, monsieur le Premier ministre, à 98% par rapport aux normes de la CEMA qui est à 70%. Est-ce que ce n'est pas aussi un peu avoir un peu trop de confiance pour soi-même? Déjà qu'elle n'est pas à 98%. Elle est autour de 90%, je peux dire, parce que nous avons, je peux même dire qu'elle est à 85%. Voilà. Dans la perspective, selon les tendances du Fonds monétaire international, au cours de l'année 2022, la dette pourrait se stabiliser à 84%. On est toujours loin de 70%, monsieur le Premier ministre. Nous étions d'abord sur le caractère, non pas du respect des règles de convergence de la CEMAC, mais sur le caractère de la soutenabilité ou de la non-soutenabilité de la dette. Il faut éviter justement ces confusions. Il y a des critères de convergence. La communauté monétaire l'État d'Afrique centrale estime que nous avons besoin, pour avoir une économie stable, que nous ne puissions pas nous endetter au-delà de 70% du PIB. C'est une règle de convergence, une norme que nous nous sommes fixés. Cela ne veut pas dire que quand vous avez une dette à 80 ou 90% du PIB, que votre dette est insoutenable. Elle est soutenable autant que vous disposez des ressources nécessaires qui vous permettent de supporter le poids de la dette. Je vous simplifie la chose. Je suis fonctionnaire. Je gagne 100 000 francs CFA. L'idéal est, même quand j'ai un crédit en banque, que je sois capable de payer moins de 30% de ce que je gagne. Donc, pour que je puisse vivre avec 70%, donc avec 70 000 francs, pour que je paye mon loyer, que je puisse nourrir mes enfants. OK. Or, j'ai pris un crédit. Le crédit, il est à 300 000 francs. Si la banque m'exige une quantité cécile qui va au-delà de 30%, ma dette n'est pas soutenable. Si la banque me dit, vous payez les 300 000 francs en 3 mois ou en 6 mois, de sorte que vous soyez obligé chaque mois de payer 50 000 francs, ma dette n'est pas soutenable. Parce que si je paye 50 000 francs, il me restera 50 000 francs, je ne peux pas payer le loyer, je ne peux pas tout faire. Mais si la banque me dit, vos 300 000, au lieu de les payer en 6 mois, vous allez les payer en 15 mois, ce qui veut dire que chaque mois, vous payez 20 000 francs. Ah ben oui, je dis, je peux supporter 20 000 francs. J'ai 80 000 francs pour vivre, alors ma dette est soutenable. C'est ainsi, je caricature peut-être, mais c'est ainsi les relations avec le Fonds monétaire international et les institutions de Bretton Woods. Voilà. Monsieur le Premier ministre, la Banque mondiale rassure le Congo de son soutien. Concrètement,
Monsieur le Premier ministre, quels en seront les retombées? Oui, mais lorsque nous tenions à conclure un programme avec le Fonds monétaire international, c'est pour bénéficier des soutiens des différents partenaires bilatéraux comme multilatéraux. Quand vous mettez un programme et que votre dette est jugée insoutenable, aucun partenaire ne peut vous aider. Vous ne pouvez donc pas financer votre économie. Si vous voulez construire un pont, aucune banque, ni la Banque africaine de développement, ni la Banque arabe de développement des États d'Afrique ne peut apporter des ressources. Or, nous savons qu'on ne peut financer l'économie, qu'on ne peut développer les infrastructures qu'en ayant recours à des prêts bancaires. Tant que vous n'êtes pas en programme, dans une situation aussi complexe que celle que connaissait le Congo, aucune de ces banques ne peut vous accompagner. C'est ce qui a fait que nombre de nos projets sont restés presque inachevés. Même les pays amis ne pourront pas vous accompagner. Il nous fallait rétablir la confiance avec le Fonds monétaire international, accepter de nous mettre en programme, ayant reconnu que notre dette était soutenable, les autres partenaires peuvent maintenant venir pour nous accompagner, soit par le moyen des appuis budgétaires, soit par des projets que nous avons déjà avec la Banque mondiale. Les projets du PRACED, projets d'appui à l'amélioration du système éducatif, les projets d'URCAP, développement urbain de quartiers précaires, des projets PDCE, des projets PRIS, ainsi de suite. La Banque mondiale, qui soutient ces projets, est à l'aise dans le financement de ces projets et dans la volonté de les conduire jusqu'à leur terme. C'est justement ce que dit la Banque mondiale. Les responsables que nous avons rencontrés et ceux qui sont passés par ici ont réaffirmé leur volonté d'accompagner la République du Congo dans la mise en œuvre de ces programmes de développement, de ces programmes d'appui à la gouvernance, de ces programmes sociaux comme l'Isungi, comme les projets d'URCAP, ainsi de suite. Voilà. C'est l'apport de la Banque mondiale. Et bien entendu, avec cette volonté de mettre à la disposition des appuis budgétaires pour nous permettre toujours de maintenir l'équilibre de notre économie. Monsieur le Premier ministre, comme vous le dites, vous avez rétabli donc les relations avec ces institutions de Bretton Woods. Donc nous réalisons que le FMI semble être satisfait de la gestion de ce programme. Mais nous voulons comprendre quel est le secret de ce regain de confiance. N'est-ce pas qu'ils l'ont reconnu à la suite de leur revue? Oui, le FMI est satisfait. Pas que le FMI, tous les partenaires bilatéraux et multilatéraux. La France qui nous accompagne et qui a joué un rôle important dans le rétablissement de cette confiance avec le Fonds monétaire international a témoigné sa satisfaction sur la manière dont nous conduisons le programme et les résultats auxquels nous sommes parvenus. Le secret, c'est d'abord, il faut l'admettre, l'amélioration des cours du baril de pétrole. C'est pour cette raison que lorsque certains Congolais de mauvaise foi se réjouissaient de l'échec des négociations avec le Fonds monétaire international dans les années 2019-2020 et étaient allés vite à la conclusion que c'était parce que nous n'étions pas un pays crédible, ils avaient simplement oublié les critères d'évaluation de la dette par le Fonds monétaire international. Puisque nous nous sommes endettés entre 2009 et 2015, profitant de l'embellie financière avec tout ce que nous avions comme ressources disponibles. Nous nous sommes endettés pour financer notre développement, le financement des infrastructures, avec la certitude que, comme je venais de vous le démontrer tout à l'heure, nous avons assez de ressources pour payer. Arrive 2014, crise économique et financière, chute des prix du baril de pétrole. Nous n'avons plus les ressources nécessaires pour soutenir les échéances d'échelonnement de notre dette. À partir de ce moment, la dette jugée insoutenable, nous ne pouvons plus bénéficier d'assez de ressources pour continuer à financer notre économie. Alors, qu'est-ce qui va faire à ce que le Fonds monétaire international change d'avis? On vous le disait donc que si notre dette est insoutenable, ce n'est pas parce que nous avons mal géré. Ce n'est pas parce que nous aurons pris de l'argent émis quelque part. Ce sont des contingences extérieures, ce qu'on appelle les chocs exogènes. La chute des prix du baril de pétrole agit sur notre économie, réduit nos marges de manœuvre et
il nous est maintenant difficile d'avancer. Lorsqu'à partir de 2021, les prix des matières premières remontent, le coût du baril de pétrole remonte, nous avons encore davantage de ressources pour supporter maintenant l'exécution de nos engagements extérieurs et à côté de cela, une certaine rigueur dans notre gouvernance et des réformes importantes sur la mobilisation des ressources domestiques. On se rend compte que finalement, on n'a plus que les 100 000 francs de salaire que nous avions. L'économie informelle aidant, on essaie de mieux développer cette économie informelle. Ça nous rapporte encore davantage de ressources. On améliore les conditions de collecte des ressources internes. La politique foncière qui est menée, la politique douanière, fiscale. Les partenaires se rendent compte, ah oui, il y a beaucoup d'efforts qui sont accomplis. Il y a d'importantes réformes qui sont menées dans le domaine fiscal, dans le domaine douanier, dans le domaine du commerce, dans l'attrait des investisseurs, dans le domaine foncier. Ça remobilise assez de ressources et à partir de ce moment, le Fonds monétaire international rétablit sa confiance et dit oui, vous êtes sur la bonne voie, vous pouvez continuer ainsi. Vous n'avez plus fait recours à l'endettement pour financer votre économie, vous allez dans une vraie politique de désendettement totalement, vous payez régulièrement vos dettes, oui, vous êtes un pays digne de confiance. Voilà le processus qui a conduit à ce changement d'appréciation. Monsieur le Premier ministre, donc, ça voudra dire que le Congo ne va plus cacher certaines dettes, puisque c'est ce qui a été un peu observé depuis un moment. Le Congo n'a jamais caché ses dettes. C'est ce qui a été observé par des personnes qui ne connaissent pas comment fonctionne l'économie d'un pays. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Nous n'avons jamais caché des dettes. On a toutes les dettes qui sont présentées devant le Fonds monétaire international. On peut avoir des différences dans la manière de calculer. Voilà. Comment on calcule? Quel est le dénominateur pour qu'on dise que ce n'est pas soutenable? Quel est le mode de calcul que nous, on a pour apprécier notre dette? Par exemple, nous pouvons dire, en termes de dette intérieure, cette dette n'est pas auditée. Nous ne la considérons pas. Le FMI peut dire, vous prenez même la dette qui n'est pas auditée. Une dette qui est en contentieux, par exemple, je vous prends un exemple. Nous sommes en contentieux judiciaire avec une société, je ne voudrais pas la citer au risque de faire sa publicité. Nous sommes dans un contentieux avec une société. Donc, cette créance que nous réclame cette société n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible. Nous ne pouvons pas la payer parce qu'elle est encore en contentieux. Vous ne pouvez pas la prendre comme une dette. Nous présentons la dette qui est réelle, qui est certaine, qui est liquide, qui est exigible. Nous calculons. Il arrive que ces partenaires qui font souvent du forum shopping, c'est-à-dire qui font une juridiction qui ne leur est pas favorable, qui vont porter plainte devant des juridictions qui ne sont pas compétentes, parce qu'au niveau de ces juridictions, elles peuvent avoir quelques manœuvres pour gagner des procès contre la partie adverse. Quand tel partenaire court devant le Fonds monétaire international pour dire « moi le Congo me doit », voici il y a tel jugement qui a été rendu, je ne sais pas en quelle année. Il oublie de dire que l'affaire est encore pendante devant les juridictions et qu'elle est peut-être devant une cour de cassation, devant la Cour suprême. Les personnes à une vue très étriquée, veuillez m'excuser de le dire ainsi, vont dire le Congo a caché telle dette. Il ne s'agissait pas de cacher la dette. À partir du Fonds monétaire revient vers nous, vous ne nous avez pas parlé de telle dette. On dit oui, on ne peut pas vous en parler parce que pour nous, cette dette n'est pas encore une dette qui mérite d'être prise en compte dans notre stock. Voilà les contradictions que nous avons eues pendant un moment au sujet de la dette. Monsieur le Premier ministre, parlons justement de la dette. Évidemment, le Fonds monétaire international vous accorde ou vous accordez un temps pour négocier avec vos créanciers, la Chine et les traders, puisque vous ne voulez pas les citer de nom. Alors parlons donc des traders. Alors aujourd'hui, quel est le point qu'on peut faire de la restructuration de cette dette? On a vu l'année dernière, le président de la République et le président Xi Jinping, ils ont eu un entretien pour
justement parler de cette dette. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Non, je ne peux pas ne pas citer les vrais créanciers. Voilà, les traders sont de vrais créanciers. Okay. Voilà, que nous l'acceptions ou non, les traders sont des vrais créanciers. C'est des créanciers privés, au même titre que nous avons des créanciers publics comme la Chine, comme bien d'autres pays, comme l'Inde, et ainsi de suite. Voilà. Dans le cas de notre programme, il nous fallait restructurer la dette, c'est-à-dire redéfinir les modalités de paiement. Je reviens sur l'exemple du ménage. Je devrais payer 50 000 par mois alors que je ne gagne que 100 000. Le FMI nous dit, revoyez vos créanciers. Au lieu de payer en 6 mois 50 000, obtenez d'eux que vous puissiez payer, par exemple, en 15 mois, 20 000, 20 000, 20 000. Ça va amortir les chocs, ça va rendre votre dette soutenable. Ce sont les négociations que nous devions mener, tant avec la Chine et bien d'autres pays, qu'avec les traders. C'est ce que nous avons fait. Nous avons bénéficié d'une première restructuration avec la Chine. Nous avons présenté ça au Fonds monétaire international, ce qui nous avait permis justement de bénéficier du premier programme en 2019. Mais le Fonds monétaire international voulait que nous puissions y aller plus loin. Ils demandaient à ce que nous puissions faire autant avec les traders. Les traders sont des privés, ils sont eux-mêmes accompagnés par leurs banques. Les négociations ne sont pas souvent faciles. Mais nous avions engagé des discussions à l'époque et on avait réussi à restructurer avec Orient et Trafigura. Il manquait Glencore. Nous venions de conclure avec Glencore en avril 2022. Donc, c'est au vu de tout cela qu'on est arrivé à la conclusion que la dette est soutenable. Mais elle était déjà bien avant. Mais selon les critères d'appréciation, on peut dire qu'elle est soutenable ou ne l'est pas. Et cette fois-ci, en utilisant tous les critères d'appréciation, nous sommes parvenus à la conclusion, avec nos partenaires multilatéraux, les institutions de Bretton Woods, à la conclusion de la viabilité de la dette, après avoir fait tout ce travail de restructuration. Vous avez vu que le président de la République a obtenu, avec son homologue Xi Jinping, un accord sur la poursuite d'un deuxième round de restructuration et les cadres travaillent tant de la Chine que d'ici. Ce processus n'a été retardé qu'avec ce que nous connaissons, la pandémie à Covid-19. Les négociations sont très avancées mais doivent se conclure en présentiel. Or, pour aller en Chine, si vous allez aujourd'hui, vous avez 21 jours de quarantaine, par exemple. C'est pour cette raison que le processus de discussion en présentiel est retardé. Et lorsque tout cela sera éclairci, les fonctionnaires tant du Congo que de Chine vont se retrouver et vont conclure cette deuxième phase de restructuration de la dette. Monsieur le Premier ministre, la dette, parlons encore, avec la dette intérieure, est-ce que c'était aussi l'une des exigences du FMI? Est-ce que les négociations vont bon train avec les opérateurs économiques, puisque la relance de l'économie en dépend? Oui, bien sûr. Lorsque nous parlons de la dette, nous parlons de toute la dette. Nous parlons de la dette extérieure et nous parlons de la dette intérieure. La dette intérieure aussi qui concerne la dette commerciale, donc, et puis la dette sociale. La dette commerciale, ce sont toutes ces entreprises qui ont, sur la base de marchés dûment signés avec l'État, réalisé des ouvrages, offert des services et que l'État n'a pas pu payer pendant cette période difficile. Vous avez dans les ministères des gens qui ont fourni des services, le dossier a évolué, on est arrivé à la fin de l'année, il n'a pas été payé. On peut faire une session et puis on renvoie le dossier à la Caisse congolaise d'amortissement. Ça fait partie de la dette commerciale. Et elle fait aussi l'objet d'une restructuration, d'un traitement. Comment elle se traite? Nous avons voulu quand même faire l'audit de cette dette. Parce que nous nous connaissons aussi dans ce pays. Il y en a même le fait simplement d'avoir reçu le marché. Il n'a même pas encore livré le service. Ou parfois, avec la complicité de certains de nos fonctionnaires, il se fait établir le certificat de service fait, alors que le service n'est pas accompli. La marchandise n'est pas livrée. Il brandit ce contrat, il court. Mais il n'y a pas que lui, il n'y a pas que le Congo.
les fameux partenaires qui nous poursuivent à l'étranger. C'est comme ça qu'ils ont procédé. Je dis que je n'ai pas besoin de les citer. Quand vous entendez, on a saisi ici, on a saisi là, regardez s'ils ont déjà accompli le service pour lequel ils nous exigent le paiement ou le dû. Vous voyez? Mais nous avons aussi des comportements comme ça entre nous-mêmes nationaux. C'est pour cette raison que nous avons dit cette dette mérite d'être auditée. Lorsque nous avons audité la dette, nous allons faire comme on le fait avec tous les partenaires, tous nos créanciers. On va obtenir une décote. OK, on vous devait 3 milliards, ça fait 4 ans vous n'êtes pas payé, 5 ans vous n'êtes pas payé. Ben, au lieu de 3 milliards, votre dette, après audit, elle est ramenée à 1,8 milliard, par exemple. Parce que soit que vous avez surfacturé, soit que vous n'avez pas accompli tout le service. 1,8 milliard. Bon, nous acceptons de payer. Le principe est que, quand une dette qui devrait être payée sur le long terme est payée dans l'immédiat, elle doit faire l'objet d'une décote. Donc on ne vous payera pas 1,8 milliard qu'on vous aurait payé sur 10 ans. Si nous disons qu'on va vous la payer finalement, vous payera la dette en 3 ans, acceptez finalement de ramener cette dette avec une décote de 30%, par exemple, et ce sera celui-là désormais le stock de la dette que nous accepterons de payer. Ça, c'est la dette commerciale et nous sommes en train d'y travailler en faisant l'audit et en négociant la décote. Après, il y a la dette sociale qui concerne nos compatriotes, justement, avec les arriérés de salaire, les arriérés de pension, les réparations de préjudices, des sinistres, et ainsi de suite. Voilà, les droits des travailleurs des sociétés liquidées. Ça aussi, c'est une partie de la dette. Et tout ça, lorsque nous parlons du paiement de la dette, de la restructuration de la dette, tout cela fait l'objet de la restructuration qui a lieu en ce moment. Alors, Monsieur le Premier ministre, merci d'avoir abordé avec nous toutes ces questions liées au volet économique. Mais avant d'aborder nous étions déjà presque dans le volet social. Hein. Avant d'aller en profondeur dans le volet social, j'aimerais quand même connaître, après ce satisfecit du FMI, quelle est la suite? Ah ben oui, justement. Quelle est la suite? Il nous a été difficile d'aborder de façon frontale tous les problèmes sociaux, parce que l'économie ne répondait pas, parce que nous avions une crise de confiance et les partenaires ne venaient pas. Maintenant que nous avons rétabli ces équilibres, nous avons rétabli la confiance, on va avoir maintenant beaucoup de partenaires qui vont investir. C'est pourquoi vous voyez nos ministres à l'étranger faire la promotion de la destination Congo, appeler les investisseurs, parce qu'on ne va pas continuer à financer notre économie avec les seules ressources du Congo. Les pays occidentaux que vous voyez financent le développement, soit par l'emprunt, bien entendu, mais par d'autres investissements directs étrangers, par des partenariats publics-privés. Ce n'est pas l'État forcément qui construit l'autoroute. C'est une société qui décide de construire l'autoroute, de gérer et justement de se faire payer sur les ressources de l'utilisation de l'autoroute. Donc, ce qu'on appelle un contrat en BET. Mais chez nous, toutes les infrastructures de développement sont financées par nous. Face à l'incapacité ou à la difficulté qu'ont les Congolais à investir dans l'industrie, face à la réticence des partenaires étrangers à venir investir dans l'industrie, nous avons été obligés de construire un parc industriel, Maluku, sur fonds propres du Congo. Vous imaginez, quand on dit oui, mais on avait tant d'argent, c'est parti où? Ben c'est cela. On construit des usines. On dit, puisque le Congolais ou l'investisseur étranger ne viendra pas mettre son argent pour construire l'usine en se disant, bon, est-ce qu'avec le marché du Congo, je réussirai à rentrer dans mes fonds? Voilà. Il va hésiter. On dit, nous construisons. Maintenant, vous venez, on vous fait la concession, vous exploitez. Mais pour qu'ils viennent, il faut que nous allions vers. Vous voyez, ah oui, eh bien, le ministre des partenariats public-privé ne fait que voyager, ben, il voyage pour vendre les destinations du Congo, pour que les gens viennent, qu'ils retrouvent les potentialités qu'il y a et qu'ils investissent. Oui, mais on a construit, on a mis beaucoup d'argent sur
Les 2 tours jumelles, oui, c'est parce qu'il nous faut créer un centre d'affaires pour que les investisseurs viennent et même les Congolais, dans ce centre d'affaires, ce soit comme dans certains pays où vous avez une entreprise, vous n'êtes pas obligé de construire un siège. Vous allez louer l'adresse de ce centre d'affaires. Tout ça, c'est pour améliorer le climat des affaires, c'est pour faciliter et promouvoir l'investissement. C'est ce que nous faisons maintenant après avoir établi cette confiance. Tant qu'on n'avait pas établi cette confiance, aucun investisseur étranger ne pouvait avoir la volonté de venir. Et après cela, justement, nous allons nous attaquer aux problèmes sociaux. Une dernière question, Monsieur le Premier ministre, avant d'aller donc... justement, cette soif, cette détermination d'aller chercher ou rechercher les partenaires, cette boulimie, je vais un peu dire, est-ce que ça nous permet finalement de ne pas regarder la déontologie, l'éthique des accords qu'on va signer avec des partenaires étrangers? Je parle un peu comme les Congolais lambda, je suis aussi peut-être investi du pouvoir de les représenter ici. Cet accord avec le gouvernement rwandais de 12 000 hectares des terres qui ont été cédées au gouvernement rwandais, les sociétés de droit rwandais. Alors, est-ce qu'on peut un peu expliquer justement au niveau du public, au niveau des Congolais, comment on est arrivé à cet accord et ça va concerner dans les détails quel département, avec quel type de culture on va faire parce que finalement, c'est juste l'accord et le chiffre qui a été annoncé, mais on ne sait pas à quoi ça va servir réellement. Avez-vous lu l'accord? Juste l'annonce. Pas d'accord. Bon. Et dans le cas, il y a beaucoup de Congolais qui n'ont entendu que cette annonce. Est-ce que les journalistes de votre niveau devraient se laisser emporter par l'émotion des Congolais, il n'y a aucune des émotion, compatriotes? ministre, mais si, mais parce que une autorité, un intellectuel, ne peut pas relayer ou spéculer sur une situation dont il n'a pas les éléments. Moi, j'ai écouté même les acteurs politiques, même les dirigeants, les anciens dirigeants de ce pays, reprendre le discours émotionnel de nos compatriotes. Mais ça fait très mal de la part de notre élite. Parce que demain, nous, on peut ne plus être là. Si c'est cette élite qui va nous remplacer, et si elle donne la preuve de ce qu'elle n'est pas... je n'ai pas envie de dire qu'elle n'est pas responsable, qu'elle peut aussi se laisser diriger par l'émotion, mais ça va être grave. Pour revenir sur la préoccupation qui est la vôtre. Je voudrais vous dire que nous avons un plan national de développement pour que vous ne puissiez pas sortir du cadre qui est défini par le gouvernement. Nous avons un plan national de développement. Ce plan national de développement met un accent particulier sur le développement de l'agriculture. On le sait. Voilà, un aspect particulier. Et c'est le projet de société du président d'ailleurs, qui est traduit en plan national de développement. Et vous avez vu le président de la République battre campagne sur le développement de l'agriculture. Comment peut-on développer l'agriculture en dehors de ce que nous sommes en train de faire avec l'encouragement des petits producteurs, des agriculteurs, mais nous avons des grands groupes agricoles. Parlant du projet sur l'accord, vous dites avec une société rwandaise. Non. C'est donc la preuve que vous n'avez pas lu l'accord. Avec une société de droit congolais qui bénéficie des financements d'une holding rwandaise. C'est une société de droit congolais. C'est comme toutes les sociétés qui sont ici. Total EP Congo est une société de droit congolais. Elle est soutenue par Total Énergie. Voyez-vous, mais Total ici, c'est une société de droit congolais. Eni Congo, société de droit congolais, soutenue par un financement de leur holding. Cette société aussi, qui vient négocier les terres, c'est une société de droit congolais. Pourquoi nous donnons les terres? Nous avons un grand projet de culture des plantes de ricin pour en extraire l'huile de ricin. Ce projet est financé par Eni Congo. Pour lui permettre de produire l'huile de ricin, Eni Congo a besoin que nous puissions planter des arbres de ricin en grande quantité. On se dit, si nous voulons aller vite, qu'est-ce que nous faisons? Faut-il que l'État prenne son argent net pour développer ce vaste projet agricole de culture des plantes de ricin? Non.
C'est ce qu'on nous a reproché, l'interventionnisme étatique à tout prix. Et nous-mêmes n'avons pas de ressources pour financer un si grand projet. On dit, bon, est-ce que les Congolais sont prêts? Est-ce que les banques congolaises sont prêtes à accompagner les Congolais dans ce projet? Non. Lorsque nous donnons un permis pour la culture du cacao à Soinké, à un partenaire étranger qui a installé une société de droit congolais là-bas, ça fait du bruit. Lorsque nous disons Saris Congo, Somdia, c'est des Français, n'est-ce pas? Ok, vous avez toute cette étendue pour y planter la canne à sucre pour extraire et fabriquer du sucre. On a vendu la terre aux Français. Lorsque, dans les années 80, nous avons reçu, je ne sais pas si c'est des Canadiens, qui ont planté les eucalyptus. Hein? UAIC à l'époque. Toute cette étendue d'eucalyptus en particulier. On avait donc cédé les terres, on avait vendu le pays? Non. Quand une élite verse dans un tel discours, ça devient un danger pour notre pays. Voilà. Et c'est ce que nous faisons avec nos partenaires. Ils disent, OK, nous on peut le faire et très vite. Nous disons, voici l'étendue que nous avons prévue pour le planting des arbres de riz. Vous avez donc compris que l'agriculture occupe une place de choix dans le projet de société du président. Il en avait fait un fort argument de campagne, mais surtout dans le plan national de développement. Et lorsque nous parlons de cette agriculture qui est au centre de la diversification de l'économie, nous ne nous limitons pas seulement à ce que je venais de dire tout à l'heure, les zones agricoles protégées. Nous ne nous limitons pas simplement au soutien que nous apportons aux producteurs, aux éleveurs, tels que vous le voyez être fait par le ministre en charge de l'agriculture. Mais le gouvernement a un projet beaucoup plus ambitieux. Voilà, nous parlons de la culture des plantes de ricin, mais nous avons aussi le fait que cette agriculture a du mal à se développer par manque d'engrais, de fertilisants. L'élevage a du mal à s'affirmer dans notre pays par manque d'aliments de bétail. Et c'est pour cette raison que s'agissant par exemple des engrais et des fertilisants, nous avons une grande opportunité. Vous voyez, dans le département du Kouilou, vous avez dans un rayon de 50 km un grand port en eau profonde, un port important. Dans ce même rayon, vous avez des gisements importants de gaz. Dans ce même rayon, vous avez des gisements de potasse, de phosphate. Alors, tout cela combiné peut faire à ce que, effectivement, nous puissions avoir la possibilité de fabriquer l'ammoniac et l'urée. Ce sont des éléments nécessaires pour la fabrication des engrais et des fertilisants. Lorsque nos agriculteurs auront facilement des engrais de fertilisants, ça peut mieux booster l'agriculture parce que c'est un frein aujourd'hui. Nous n'avons pas toujours des sols riches, même quand on dit on a 10 millions d'hectares de terres arables, mais écoutez, mais ces sols, il faut les enrichir par des fertilisants, par les engrais, plutôt que de les faire venir de l'étranger. Nous pouvons les produire ici. Et ça va, par effet de levier, booster justement la production agricole. Donc, il y a une vraie vision que le président de la République a lorsque nous parlons de l'agriculture, lorsque nous parlons du plan national de développement. Et pour tout cela, vous verrez bien que nous aurons besoin et de l'expertise extérieure et peut-être aussi de l'apport des investisseurs extérieurs. Quand je vous parle de l'exploitation de toutes ces potentialités de combinaison de gaz, de phosphate, de potassium, ce n'est pas nous les Congolais qui allons investir là-dedans. On aura besoin des investisseurs étrangers. Le plan national de développement cette année vous dit, nous n'avons pas des ressources nécessaires pour financer tout le plan national de développement. Nous serons obligés de recourir aux investissements directs étrangers, aux partenariats publics-privés et peut-être au marché financier. J'ai la Constitution ici. On peut lire les articles. Nulle cession, nulle adjonction du territoire. Qu'est-ce qu'on appelle céder un territoire? Comment un territoire qui est ici, à 1000 lieues du Rwanda, on peut penser qu'on a cédé?
On aurait parlé de risque de cession si nous étions dans une zone frontalière, au milieu de 342 000 km². Ce n'est même pas dans une zone frontalière, la partie qu'on a choisie. Comment des intellectuels peuvent-ils aller à spéculer en parlant de risque de cession? C'est grave. On pouvait craindre, et je suis d'accord avec les compatriotes, que puisque cette société est soutenue par une holding rwandaise qui a besoin de terres, ils sont nombreux, est-ce qu'on ne risque pas d'être envahi par nos amis rwandais au point où nous-mêmes, nous manquerons d'emploi? On va être envahi et demain ça va être compliqué. Je vous ai dit, il faut le lire. L'article 2, qui parle des obligations, fait état de l'exclusivité de la main-d'œuvre congolaise. J'ai le contrat ici, je vais vous le donner, vous le lirez. De l'exclusivité, c'est bien écrit. Les partis s'engagent à accorder l'exclusivité de la main-d'œuvre locale, sous réserve des dispositions qui peuvent être prises d'accord partis pour faire recours à une expertise étrangère au niveau peut-être des postes de direction. Comme on le fait dans d'autres sociétés. Si nous n'avons pas une expertise locale, on met des expatriés. Mais toute la main-d'œuvre est exclusivement locale. Est-ce que quand on a dit cela, on peut considérer ce débat clos? On a quand même une peur parce que certaines, disons, des personnes... heureusement que vous avez mis ça au passé composé. On a quand même eu peur, donc on n'a plus peur. Voilà, on y va. Monsieur le Premier ministre, le prix du baril de pétrole est en hausse. Quel impact pour notre économie et pour le quotidien des Congolais? Surtout que le social des Congolais est peu reluisant jusque-là, avec la cherté des denrées de première nécessité. Nous avons été aux États-Unis. Les ministres ont participé aux assemblées générales du printemps. J'ai conduit la délégation. Tout cela faisait l'objet de nos échanges. Pourquoi? Parce que dans le mémorandum que nous avons signé dans le cadre du programme avec le Fonds monétaire international, tout investissement économique, toute amélioration des ressources, tout engagement financier devrait faire l'objet d'échanges, de consultations pour savoir quelles sont les options que nous prenons. Et tout ça, ça avait été regardé. Dans le mémorandum, on avait déjà prévu que lorsque on sentira une embellie financière, quels sont les secteurs qui seraient rendus prioritaires. Et je peux vous dire que les secteurs prioritaires sont les secteurs sociaux. Voilà. Qui paye les dettes s'enrichit. Une partie ira dans le paiement de la dette commerciale et sociale. Une autre partie ira justement dans le financement des projets sociaux, dans les filets sociaux, comme l'Isungi, comme le financement, l'amélioration des conditions d'apprentissage, l'éducation, comme la santé qui est, dûcez-vous le savoir, la première bataille de notre gouvernement. Voilà. Et sur laquelle nous sommes en train de travailler. Vous me parlerez certainement du CHU. Avant que vous n'en parliez, je peux déjà vous dire qu'un travail important est en train d'être fait. Dûcez-vous le savoir. Oui, et nous le faisons sur la base de deux financements. Un financement de l'AFD avec une amélioration d'une bonne partie du plateau technique qui est en train d'être fait, avec la formation du personnel, un autre financement de la B2AC sur la construction des infrastructures, la modernisation des infrastructures, c'est un travail qui est en train d'être fait. Et avec l'aubaine pétrolière, nous financerons davantage tous ces secteurs sociaux. Nous pouvons espérer que la construction donc, des 12 hôpitaux sur l'ensemble du territoire national peut être actée. Oui, nous avons pris l'engagement de construire 2 hôpitaux par année. Nous avons fini les 2 premiers hôpitaux au titre de l'année 2021, nous les avons inaugurés. Nous avons 2 autres hôpitaux généraux dont nous devons finaliser les travaux cette année et nous y travaillons. Voilà. Monsieur le Premier ministre, par rapport au pouvoir d'achat des Congolais et à la crise alimentaire aujourd'hui, vous parlez d'un programme de résilience que vous devez mettre en place pour accompagner les difficultés des familles et des Congolais. Mais concrètement, la ménagère, le Congolais qui est à la maison, concrètement, à quoi peut-il s'attendre
je mets dans le même panier aussi la crise éternelle, on va dire, qui revient, la crise des carburants, la crise d'eau, la crise d'électricité. Le Congolais doit s'attendre à ce que le gouvernement congolais continue de servir de soupape de sécurité pour le bien-être des Congolais. Parce que c'est ce qu'on ne dit pas. Depuis 1994, malgré l'inflation galopante que nous connaissons régulièrement, nos prix sont restés stables. Savez-vous pourquoi? Parce que le gouvernement agit, intervient, régule, finance, subventionne même le fameux prix du carburant. Savez-vous que nous ne l'avons jamais augmenté à la pompe depuis 1994? Alors que partout ça augmente d'année après année, mais nous continuons à le faire. Ce n'est pas parce que nous avons quelques difficultés aujourd'hui, il y a eu des pénuries de carburant, oui, je le sais, mais c'est récurrent parce que nous avions une raffinerie qui a une production nationale de 65%, les 35%, nous devons acheter, mais pour l'acheter à l'étranger. Si nous laissons la vente du carburant à des privés, totalement privés, pour que ça fonctionne selon les règles du marché, nous n'achèterons pas le prix du carburant au prix auquel nous l'achetons aujourd'hui. L'État est obligé de réguler. Pour que l'État soit obligé de réguler, il faut qu'il finance le manque à gagner. Quand l'État ne finance pas le manque à gagner, et que la production de la CORAF ne réponde pas, et surtout lorsque, comme ça s'est passé le mois dernier, nous étions, il y a toujours des périodes d'arrêt technique, il y a pénurie de carburant. Les importateurs qui doivent faire venir le carburant de l'extérieur, s'ils n'ont pas assez de ressources parce que l'État qui doit réguler n'a pas donné sa ressource, on peut avoir des pénuries dans ce sens jusqu'à ce qu'ils disposent des ressources nécessaires pour faire venir. Voilà. Les solutions sont envisagées. Vous avez appris que nous sommes dans le projet de construction d'une seconde raffinerie. Oui. Nous aurons là des solutions structurelles, définitives à tous ces problèmes. Mais pour le moment, je peux penser que la pénurie de carburant que nous avons eue entre-temps était quelque chose de conjoncturel, comme nous les avons souvent à des périodes bien identifiées, pour des raisons que je viens de vous rappeler, et les choses vont s'améliorer. Donc, nous continuerons à soutenir, comme nous soutenons déjà, pour ne pas permettre que le carburant augmente. Ce que je dis du carburant, je le dis d'autres produits. Vous savez, on peut dire, je voulais parler du ciment. Vous avez vu toute la pression que le gouvernement a dû contenir pour éviter l'augmentation du prix du ciment. Jusqu'à quand? Mais nous sommes obligés de le faire. Il faudra donc que le gouvernement intervienne de nouveau. Pourquoi? On a beau dire l'usine est là, nous avons tout, nous avons le calcul, mais nous n'avons pas tous les intrants. Ces intrants, ils augmentent du pays où on les fait venir. Le taux ne se limite pas à la matière première ou à la matière d'œuvre. Ces entreprises font face à des charges supplémentaires. Quand ces charges sont payées, ça influe sur leur équilibre budgétaire des entreprises. Elles nous disent, par rapport à la situation actuelle à travers le monde, acceptez que nous puissions augmenter le prix. On dit non, vous ne pouvez pas augmenter le prix. Vous êtes obligés de garder le même prix. Quitte à ce que nous négocions, de quelle manière l'État pourra vous venir en appoint de main. Donc, pour tous les produits homologués, contrôlés, vous voyez que c'est stable. À quel niveau se trouve la spéculation? C'est certainement au niveau informel. C'est entre celui qui achète à l'usine et qui va revendre à la cité. C'est à ce niveau. Mais un travail est en train d'être fait. Nous avons mis en place une cellule de résilience. Les cadres du ministère de la Sécurité de l'Ordre public et du Commerce devront intensifier les contrôles pour éviter que les gens profitent de la période actuelle pour continuer à faire de la spéculation. Des produits locaux, des denrées qui sont produites localement, qu'est-ce qui peut faire à ce que ça puisse connaître une augmentation des prix? C'est parfois simplement notre incivisme. Vous voyez bien l'effort que nous faisons pour contenir les prix des denrées qui sont contrôlées, des produits qui sont contrôlés. Maintenant, il faut poursuivre ce travail de contrôle
de vigilance, de surveillance pour éviter la spéculation irrégulière. Voilà. Monsieur le Premier ministre, le quotidien des Congolais est aussi perturbé un peu par les coupures tempestives de l'électricité. Et ce, à votre niveau, vous avez pris quand même assez de mesures pour éviter cela, puisque cela peut également empêcher aux investisseurs de venir au pays quand l'énergie n'est pas stable. Ben, vous voyez que des efforts sont en train d'être faits. Des transformateurs qui sont installés ici, qui sont réparés là. J'aime toujours commencer par l'explication. D'où nous viennent les coupures d'électricité, qui sont récurrentes, comme vous le dites. Nous avons une capacité de production, avec tous les efforts que nous avons accomplis, avec notre peuple dans ce pays, sous la haute direction du président de la République, avec la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Mukukulu, qui nous produit 74 mégawatts, avec la centrale d'Imbulu, qui nous produit ses 120 mégawatts, avec la centrale à gaz de Côte-Matev, qui nous produit aujourd'hui 470 mégawatts. Vous prenez la centrale thermique de Brazzaville, vous prenez le Djoué, vous avez pratiquement 700 mégawatts. Voilà les efforts accomplis par le Congolais pour rendre l'électricité disponible dans le pays. Vous prenez l'USO, voici tous ces efforts. Sauf que le transport de cette électricité, la puissance rendue disponible est environ 464 mégawatts. Donc nous avons une forte capacité. Le transport fait que nous n'ayons que la possibilité de libérer près de 464 mégawatts. La consommation nationale est de 435 mégawatts. Donc, presque tout près de la puissance qu'on peut libérer. Ça fait que lorsqu'il y a une turbine qui a un défaut quelque part, c'est technique. Voilà. Lorsqu'il y a une turbine qui a un défaut quelque part, il n'y a plus de l'électricité disponible et nécessairement, dans une partie du pays, on sera dans le noir le temps qu'on répare la turbine. Ça peut vous arriver. Vous avez un générateur à la maison, un groupe électrogène. Quelque chose peut faire à ce que le groupe s'arrête. Vous êtes dans le noir. Vous avez un petit temps pour réparer le petit appareil. Vous le réparez et puis c'est reparti. Les problèmes d'électricité, les coupures intempestives d'électricité ne sont pas du fait d'une mauvaise gestion de la politique d'électricité ou des entreprises qui interviennent, mais c'est du fait des problèmes techniques qui peuvent exister à tout moment et qui sont aggravés par la vétusté de notre matériel qui est en train d'être réparé en ce moment. Monsieur le Premier ministre, nous aimerions en tout cas rester longtemps avec vous. Moi aussi. Mais nous allons vous donner la possibilité de vous exprimer, en tout cas en quelques lignes, sur ces préoccupations avant de chuter en politique. Donc il nous reste grosso modo peut-être 4 dernières questions. Promesse tenue, Paris réussi, les retraités perçoivent quand même leur pension, nous en avons quand même l'écho, même si tout n'est pas rose aussi à ce niveau, avec la retraite automatique qui peine à prendre corps quand même. Et puis nous avons cette sempiternelle question de la délinquance juvénile, avec le dossier des bébés noirs. Il me semble que le gouvernement est dépassé par ce phénomène. Pas du tout. Pas du tout. Il est sous contrôle. Le ministère de la Sécurité et de l'Ordre public travaille nuit et jour pour garantir la sécurité des citoyens. C'est des phénomènes de grandes villes. Bébé noir ici, Koulouna quelque part, microbe ici, coupeur de route là, Tchingue ici, dans plusieurs pays, dans des grandes villes, y compris dans des villes occidentales. Ça existe. Mais le plus grand effort est en train d'être fait par le gouvernement et vous voyez le ministère de la Sécurité et de l'Ordre public sur le terrain. Vous voyez que nous allons même au-delà de cette sécurité immédiate. Il est question d'envisager des méthodes d'encadrement, de rééducation, de réinsertion de ces jeunes. Vous avez vu le ministre de la Sécurité et de l'Ordre public aller dans la cuvette, identifier un site sur lequel nous entendons
installer ces jeunes pour leur permettre de bénéficier d'un encadrement en vue de leur insertion. Vous avez vu avec le ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et des Sports, aller à Abbeville pour reprendre cette imposante structure d'Abbeville pour espérer y installer ces jeunes où il sera mise en place une politique de rééducation, de restauration, et nous travaillons en lien avec le Haut-Commissariat. Il n'a pas été mis par hasard, le Haut-Commissariat à la justice restaurative et au traitement et à la prévention de la délinquance juvénile. Donc, le gouvernement a un vrai programme. Vous pouvez aussi admettre que malgré le fait que ça frappe encore ça et là, mais ce n'est pas aussi violent que ça n'a été par le passé, que ça n'a été les 2 dernières années, mais parce que nos forces de défense et de sécurité, nos services de police et de gendarmerie travaillent nuit et jour pour garantir la sécurité des citoyens. Concernant les retraités, il y a encore des réformes? Nos commandes, oui, vous avez vu que le ministère en charge de la fonction publique a organisé il n'y a pas longtemps un atelier international sur la réforme de la retraite. Nous travaillons pour que, tout au moins, les engagements que nous avons pris soient tenus. Vous l'avez dit tout à l'heure. Lorsque nous disions en juin, juillet, que nous faisons l'effort pour cette année de garantir 1 ou 2 mois par trimestre, en espérant que l'année prochaine sera meilleure pour envisager la régularité des pensions. Bon, les gens avaient tous crié, ça fait beaucoup de bruit dans ce pays. On se réjouit de ce que ce bruit est passé. Ils se sont bien rendus compte que le gouvernement travaille de façon méthodique pour parvenir à résoudre tant soit peu tous ces problèmes sociaux, et vous voyez que nous y arrivons tant bien que mal. Grâce à la dextérité des cadres du ministère des Finances, du ministère de la Fonction publique et de l'ensemble du gouvernement, les retraités pourront espérer recevoir tous les mois, au même titre que les fonctionnaires, leur pension. Nous avons résolu de mettre entre parenthèses les arriérés qui feront l'objet de notre traitement dans le cadre de la mise en œuvre de notre programme tel que nous l'avions dit dès le départ. Et la bourse des étudiants à l'étranger, il y a aussi le retour des étudiants finalistes sortis de Cuba qui aujourd'hui sont assis ou bien sans stage, mais ils attendent leur intégration. Et c'est ce dossier vous préoccupe également? L'intégration de nos cadres à la fonction publique se fait normalement, surtout ceux qui sont sortis des écoles de formation. Ceux du ministère de la Santé qui sont rentrés de Cuba ou d'ailleurs bénéficient aussi d'un quota. Ben, je pense que de ce point de vue, nous n'avons aucun problème. Autant nous nous efforçons de régler, comme on le fait pour les pensions de retraités, le problème des étudiants. Oui, une commission est en train de travailler pour rendre ça plus rationnel. Comment rationaliser? Vous voyez, je vous prends un exemple. L'année dernière, nous avons payé un trimestre de bourse des étudiants. Mais j'ai la bourse qui concerne parfois des étudiants qui ont fini depuis 2017-2018, parce que c'est des arriérés. Or, il faut qu'on réussisse à gérer cette question comme nous gérons désormais la question des retraités. Payer l'encours, consolider les arriérés, pour que les efforts du gouvernement soient perceptibles. Cette année encore, nous avons payé un trimestre pour les étudiants. Mais c'est parfois un trimestre antérieur, c'est-à-dire de 2018, 2019 ou 2020. Bon, ceux qui sont en ce moment à l'école n'en bénéficient pas. Donc, tout ce travail est en train d'être fait pour que, lorsque nous aurons réussi à consolider les arriérés et qu'on dise maintenant qu'il nous faut payer l'encours, nous ferons l'effort pour que les étudiants perçoivent régulièrement leur bourse. Monsieur le Premier ministre, en politique de passage à Paris, vous avez eu à donner quelques interviews et qui ont suscité aussi une certaine polémique pour certaines questions. Par exemple, en ce qui concerne la libération du général Mokoko, qu'en est-il exactement? Mais nous avons déjà dit que ça ne regardait pas l'exécutif, c'était la justice. Vous parlez de la polémique, j'ai écouté la polémique, merci de me donner l'occasion de répondre à cette polémique, je n'en étais pas obligé, mais pour la compréhension de nos compatriotes.
La polémique a porté sur l'expression « prisonnier de droit commun ». Le fait d'avoir dit « c'est la justice », ce n'est pas le politique qui doit intervenir, c'est la justice, parce qu'il s'agit des infractions de droit commun. Et certains de nos compatriotes ont pris cela pour une insulte. Je regrette la façon dont cela a été compris. Mais parce que on ne sait peut-être pas ce que c'est qu'une infraction de droit commun. Une infraction de droit commun, c'est celle qui est prévue par la loi pénale. Donc, toute infraction qui est prévue dans une loi pénale préexistante, ce n'est pas une loi qu'on prend postérieurement à la commission de l'infraction. C'est une loi qui existe, qui dit celui qui pose tel acte commet une infraction de droit commun. Alors, la peine est prévue. La méthode de punir est prévue. Donc, la procédure est prévue. Tout cela est prévu. Lorsque moi, Anatole Konyemakosso, je commets un acte qui était prévu antérieurement par cette loi qui définit le quantum de la peine, je commets là une infraction de droit commun. Et si on me met en prison sans avoir été jugé, je suis donc détenu arbitrairement. Et là, on peut parler d'un prisonnier politique. Mais si j'ai été jugé par un tribunal, pas un tribunal d'exception, mais un tribunal de droit commun, qui aussi existe, prévu dans les textes, j'ai été jugé, j'ai été condamné, je purge ma peine, je suis un prisonnier de droit commun. Le prisonnier de droit commun, ce n'est pas comme on a voulu me le dire, ah non, c'est donc le voleur du marché, ainsi de suite. Non, le prisonnier de droit commun, c'est celui qui a commis un acte prévu et puni par la loi, qui a été jugé dans le cadre d'un procès équitable, dans une juridiction préexistante. Ce n'est pas une cour révolutionnaire qu'on a mise en place. Si on met en place une cour révolutionnaire, là on peut dire que c'est un prisonnier politique, n'est pas prisonnier de droit commun. Si on peut extrapoler à l'époque lorsqu'on a mis, et ça c'est des questions sur lesquelles nous avons travaillé, les tribunaux pénaux internationaux pour la Yougoslavie et pour le Rwanda, on peut dire que ce sont des tribunaux d'exception. Mais nos juridictions sont de droit commun. Les décisions qu'ils prennent sont des décisions régulières qui concernent des personnes ayant commis des infractions de droit commun. Donc, le débat à ce niveau aussi devrait être clos et le peuple ne devrait pas suivre ces intellectuels populistes qui spéculent. Nous partageons la peine que peuvent endurer nos compatriotes qui purgent effectivement la peine en prison. C'est des Congolais, comme dans une famille, tout le monde ne peut pas se satisfaire de voir un parent en prison, comme nous tous. Mais nous faisons confiance à la justice et à eux-mêmes, que lorsqu'ils purgeront leur peine comme ils le font, avec dignité, avec responsabilité, eh bien, le peuple congolais et la justice sauront à quel moment cette peine peut être remise, par exemple, pourquoi pas. C'est tout ce que nous disons à ce sujet. Monsieur le Premier ministre, sur cette question, c'est vrai que vous avez donné l'explication. Je crois que les Congolais aussi le savent. Ils ont été jugés devant un tribunal qui existe, donc il n'y a rien d'exception. Mais seulement, on ne veut pas les écarter de leur stature politique. Jean-Michel Mokoko a été candidat à l'élection présidentielle, André Okombi Salissa également. Est-ce qu'il n'y a pas à jouer à la détente politique pendant qu'on a eu, c'est vrai, l'année dernière l'élection présidentielle, et là on va aux élections législatives? Est-ce qu'on ne peut pas détendre le climat politique dans le pays? Il n'y a pas moyen de le faire? Mais ce moment arrivera certainement un jour. Nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas maîtres des circonstances et des temps. Il arrivera certainement un moment où, effectivement, le peuple appréciera les choses comme vous les appréciez aujourd'hui. Voilà, donc rien n'est impossible, je pense. Monsieur le Premier ministre, le Congo n'a pas donné une position claire pour condamner les belligérants dans la crise russo-ukrainienne. Pourquoi? Comment ça, le Congo n'a pas donné une position claire? Le Congo a donné une position compatible à sa ligne diplomatique depuis l'indépendance. Depuis 1960,
nos pères, et je me rappelle encore l'intervention de Stéphane Tchétchel, je crois ministre des Affaires étrangères à l'époque, à l'Organisation des Nations Unies, avait défini une ligne diplomatique. Coexistence pacifique, non-ingérence dans les affaires intérieures, tel que c'était pris dans la Charte des Nations Unies. Lutte pour la libération des peuples, intégrité du territoire, il n'y a aucun problème de ce point de vue. Et nous restons fidèles à cela. Promotion du dialogue, règlement pacifique des différends, nous restons fidèles. Et vous savez que depuis 1960, le Congo est ce pays qui n'est jamais mêlé à un conflit international. Jamais. Même avec ses voisins. Et toutes les fois que nous avons même un malentendu avec un pays voisin, ça se fait par le dialogue. Je dis, le ministre de la Sécurité et de l'Ordre public est là. Vous nous voyez organiser régulièrement des sessions de gestion des frontières. Régulièrement. Il y a même une qui aura cours, je crois, à Pointe-Noire, avec l'Angola. Parce que pour nous, nous privilégions la prévention par le dialogue, la concertation permanente avec nos voisins. Et ça, vous avez ça depuis 1960. Donc, lorsqu'éclate la crise en Russie, pour le Congo, qui appartient à l'Afrique, ayant pendant longtemps connu toutes ces formes de guerre, la politique du président Denis Sassou Nguesso, vous la connaissez, est toujours de privilégier le dialogue. Alors, aller vers la stigmatisation, c'est fermer la porte au dialogue. Il s'agit d'un conflit frontalier, certainement, d'une atteinte à l'intégrité du territoire. Il y a tout cela. Il fallait donner plus de chance au dialogue. Encourager le déclenchement ou la poursuite de la violence, on sait que c'est le peuple qui paye le plus lourd tribut. Et le Congo estime que quand on est dans une circonstance de cette nature, tous les espaces de dialogue doivent être mis à profit. Sortir un pays belligérant d'un espace de dialogue, c'est mettre un terme à l'écoute. Si ce pays n'est pas dans cet espace de dialogue, comme ça s'est passé pour la Commission des droits de l'homme, si ce pays est sorti, on aura le regard de sourd. Comment la voix de la paix va être entendue par un pays qui est sorti de l'espace de dialogue? Et le Congo estime que les domaines comme le sport, la culture, les droits de l'homme, l'éducation, voilà, devraient être exclus des enjeux de la bataille. Les 4 et 10 juillet prochains, les Congolais iront voter leurs représentants au Parlement national et local. Et justement, à cet effet, une révision des listes électorales a été actée. A-t-elle été déterminante pour justement garantir le taux de participation de tous à ces élections? Nous pensons oui, mais nous disons qu'il faut aller plus loin. C'est l'éducation civique. Les forces politiques, intellectuelles, sociales devraient amener les Congolais à comprendre l'importance du vote. Voilà. Le vote qui devient un vrai problème dans tous les pays du monde. On a l'impression que partout dans le monde, les citoyens ne croient plus trop en l'élection comme mode d'expression de la démocratie ou comme vrai mode de sélection des dirigeants. Vous voyez, l'abstention partout dans le monde fait couler beaucoup de propos, beaucoup d'encre, beaucoup de salive, comme on le dit couramment. Et donc, nous devons continuer à sensibiliser notre peuple, mais nous avons foi que ces élections vont bien se passer. Les partis se sont retrouvés à Ouando, dans le cadre de la concertation politique qui est devenue une tradition dans notre pays. Ils se sont accordés sur le processus électoral. Nous avons foi que les élections se dérouleront dans de très bonnes conditions et que le peuple répondra présent. Monsieur le Premier ministre, justement là-dessus, vous vous êtes impliqué vous-même dans l'organisation de ce dialogue de Ouando, puisque vous vous y êtes rendu. Mais vos partenaires ou bien les leaders de l'opposition, pour ne pas peut-être les citer, ne vous ont pas rejoints à Ouando, ne sont pas rendus à Ouando. Quel est votre propre commentaire par rapport à cette absence, alors qu'ils étaient... J'avais aussi été interpellé sur cette question par l'opinion, oui, parce que j'ai fait la différence entre les partis qui sont au sein de l'opposition parlementaire et ceux qui sont au sein de l'opposition extra-parlementaire. Voilà. Nous, les partis
nous avons une loi sur les partis. Il y a un arrêté du ministre de l'administration du territoire qui fixe les partis qui sont reconnus. Dans ces partis, vous avez des partis qui s'expriment à l'Assemblée. Vous avez des partis qui ne sont pas à l'Assemblée, au Parlement, et qui n'ont même aucun élu local. Lorsque le gouvernement met en œuvre la politique de concertation, il vise principalement, d'abord, les partis qui sont représentés à l'Assemblée, au Sénat, dans les conseils locaux, principalement. Mais comme on est ouvert, on ne peut pas fermer la porte au dialogue. On dit, on donne la possibilité à l'opposition extra-parlementaire qui n'a aucun espace pour s'exprimer. Si on lui ferme la porte de la concertation, ce parti ne pourra s'exprimer que dans les réseaux sociaux, ne pourra s'exprimer que dans la rue ou au marché. On dit non. Le bruit du marché, on ne peut pas l'entendre. Vous pouvez aller dans le marché, vous allez entendre qui parle. Tout le monde crie. Bon. On dit, puisqu'il ne peut pas s'exprimer à l'Assemblée, on leur donne la possibilité de s'exprimer à la concertation. Les partis responsables qui ont des œufs sur la tête, parce qu'ils ont des élus locaux, ils ont des élus nationaux, ils participent à leur manière à la gestion de la démocratie, ils répondent présents. Ceux qui ont voulu venir sont venus. Ceux qui ont voulu tergiverser, nous ne pouvons pas courir derrière eux. Ils ne sont pas venus. Et quand on nous dit non, il y a des partis qui n'ont pas participé. Je pose simplement la question, lesquels? Les partenaires de la démocratie. C'est ceux qui contribuent avec nous au renforcement, à l'amélioration de la démocratie. Parce qu'ils y ont des élus étaient là. Les autres qui sont venus parce qu'on a une véritable volonté d'ouverture de la part du président Denis Sassou Nguesso, qui dit associer tout le monde à la réflexion. Ceux qui voulaient venir sont venus. Ceux qui ne voulaient pas, comme ceux que vous citez, ne sont pas venus. Peut-on remettre en cause les conclusions de la concertation à laquelle ont participé tous les partis réguliers et tous les partis n'ayant pas d'élus, mais qui ont bien voulu contribuer à la promotion de la démocratie? C'est cela. Quand on a donné cette réponse, il y a eu aussi polémique dans vos milieux. Bon, on essaie d'expliquer ces choses en français facile pour que tout le monde comprenne et qu'après le peuple se pose la question par lui-même qui est démocrate, qui ne l'est pas, qui est républicain et qui ne l'est pas. Monsieur le Premier ministre, peut-être derrière préoccupation, vous êtes en plein séminaire gouvernemental, 4 séminaires gouvernementaux en 12 mois, et d'aucuns pensent que c'en est trop, et malgré tout, en ce qui concerne l'action gouvernementale, rien ne change. Qu'en pensez-vous? Ben, vous pouvez répondre. Avez-vous le sentiment que rien ne change après tout ce que nous nous sommes dit? Non. N'êtes-vous pas content de savoir que nous jouons collectif? Le peuple n'est-il pas satisfait de voir un gouvernement autour de son Premier ministre, derrière le président de la République pour soutenir et mettre en œuvre son projet de société? Un gouvernement qui se partage les préoccupations de chacun pour ne pas vivre de façon cloisonnée, pour ne pas travailler ensemble, mais travailler en équipe, savoir ce qui se passe dans l'autre département et ne pas le découvrir seulement à la télé? Non. C'est une approche que nous avons assumée collégialement au sein du gouvernement. Elle nous rassure et bien entendu on se rend compte que c'est une pression que nous nous mettons sur nous-mêmes. Cette évaluation trimestrielle nous met davantage devant nos responsabilités, nous permet d'assumer notre devoir de redevabilité tant vis-à-vis du peuple que vis-à-vis de nos partenaires. Le fait que nous sachions que dans 3 mois nous allons nous retrouver et qu'entre-temps il nous faut travailler durement pour mettre en œuvre un certain nombre de programmes, de projets, pour que nous soyons à l'aise lorsque nous allons les expliquer à nos pairs au sein du gouvernement et à notre peuple. Je crois que c'est une démarche, sauf si les membres du gouvernement disent le contraire, mais ça m'étonnerait parce que nous l'avons assumé, nous l'exécutons, et je crois qu'il y va de l'intérêt de la mise en œuvre de la politique du président de la République et de l'intérêt de nos compatriotes. Voilà. Monsieur le Premier ministre, nous sommes à la fin de notre entretien, mais rapidement, en une seconde,
je ne me le pardonnerai pas si nous ne parlons pas de la femme. Nous allons parler des vieux, nous allons parler des jeunes, mais nous avons aussi la femme dans cette société et qui a sa place et qui doit participer au développement du pays. Je parle de la femme avec bonheur, surtout que nous enregistrons cette émission au lendemain de la nomination d'une dame à la tête du gouvernement français. Nous avons suivi l'actualité. C'est un motif d'encouragement pour les femmes et nous avons certainement gardé le meilleur pour la fin. Parce que je dois terminer pour vous féliciter. Non pas seulement parce qu'il y a une dame qui est nommée, mais parce que vous venez de poser un acte important de l'histoire de ce pays. La loi Moïbera, la lutte contre les violences faites aux femmes. C'est une grande révolution. C'est un courage de dénoncer, de stigmatiser, de condamner un certain nombre de comportements dont est victime la femme congolaise. Et vous avez là accompagné la politique du président de la République qu'il met en œuvre depuis les années 80 par rapport à la place qu'il accorde, non pas seulement à la femme, mais à la famille. Nous aimons rappeler, pourquoi on ne pense pas que c'est quelque chose qui est venu ex nihilo, qui n'a aucun lien. Vous voyez la préoccupation qu'a le président de la République pour la politique en faveur de la famille et de la femme, elle est constante. Lorsqu'en 1984, il initie le code de la famille, les gens pensaient que c'était quelque chose d'insensé. C'était important. Je vous prends un seul exemple. Dans certaines lois, l'enfant fait l'objet de stigmatisation. Dans certaines lois à travers le pays, selon son mode de formation. Vous avez dans les lois l'enfant naturel, l'enfant légitime, l'enfant adultérin. Vous les avez dans certaines lois. Le Congo est ce premier pays, et l'un des rares, qui avait mis un terme à ces considérations abjectes. Il dit, ok, je ramène ça à deux catégories d'enfants. L'enfant né dans le mariage, l'enfant né hors mariage, et tous les enfants ont les mêmes droits. Vous avez des pays où cette dimension n'existe même pas encore. La femme, ce que nous avons introduit comme avancée dans le droit de succession, la place de la femme, comment la femme peut-elle succéder à son mari? C'est une avancée aussi extraordinaire. Nous avons en 2010 adopté la loi de l'enfance avec ce qu'on appelle la loi Pontignon. La protection de l'enfance. Vous avez des pays qui ne l'ont pas, cette loi de l'enfance, la protection de la famille et de l'enfance. Vous avez des pays qui continuent à ne parler de la protection de l'enfant qu'au travers des règles de Beijing, mais qui n'ont pas un dispositif national. Et la loi Moïbera sur la protection des violences contre les femmes et l'autre loi et d'autres textes qui doivent arriver sur le financement des activités de la femme, la promotion de la femme au développement, sur les dispositifs qui vont être mis en place, le fonds d'appui à la promotion de la femme. C'est là une riche contribution dont vous devez être fiers avec nous qui vous avons accompagné dans l'adoption de cette loi pour mettre en œuvre la politique ambitieuse du président de la République. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Nous avons reçu le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso, qui a rendu compte de son action à la tête du gouvernement pour ce qui est de cette première année, justement au lendemain de sa nomination, afin de permettre aux Congolais d'être faits des efforts consentis par le gouvernement pour son bien-être et pour le développement du pays. Et puis, nous vous disons merci, Monsieur le Premier ministre, pour ce temps précieux que vous avez disposé, en tout cas en notre faveur, afin de pouvoir vous poser des questions et pouvoir éclairer justement la lanterne des Congolais sur le pays. Nous étions avec mes collègues Arsène Séverin Ngouela, directeur général de Vox TV, Noël Marius Essaka, directeur de l'information de Radio Congo. Et nous vous disons une fois encore, merci, au revoir. Nous remercions également nos téléspectateurs. Merci beaucoup.